Salut salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Aujourd'hui, on va enfin commencer à parler de mes lectures du mois d'octobre. Mais oui, j'ai vraiment espoir d'avoir rattrapé tout mon retard à la fin de ce mois de novembre. Ça serait cool. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais au moment où je parle, en tout cas, je gère bien le une vidéo par jour. Pour l'instant, on est plutôt bien parti, mais c'est pas fini. Bref. Du coup, j'ai de nouveau 4 livres à vous présenter, et on va commencer avec un abandon, hein. Oui, un abandon, c'est bien. Et le premier que j'ai donc abandonné, c'est L'enfer est pavé de bonnes intentions de Lorraine Westberger, je ne sais toujours pas comment on dit son nom. Et c'est dommage, hein, parce que ça partait bien, et puis ensuite c'est parti en live. En fait, au tout début, on rencontre Émilie. Donc Émilie, pour ceux qui ont lu ou vu le film euh, Le diable s'habille en Prada, j'avais perdu le nom, c'est la première assistante de Miranda, je crois qu'elle s'appelle Miranda. Enfin bref, la chef du service de mode là, à Runway. Je crois que c'est le nom du magazine. Oui, ça fait beaucoup de je crois, mais ça fait longtemps que j'ai lu le livre, ça fait longtemps que je n'ai pas vu le film. Donc on va partir sur Miranda de Runway, et puis si c'est pas tout à fait ça, et je suis désolée. Donc c'est sa première assistante quand arrive notre personnage principal. Pour le coup, je sais plus du tout comment elle s'appelle. Jenny? Aucune idée, bref. Donc quand arrive le personnage joué par Anna Hathaway dans le film, Emily c'est la première assistante et c'est celle qui la déteste un peu, qui est pas contente qu'elle ait engagée. Je sais pas si vous avez vu le film ou lu le livre, vous voyez de qui je parle. Donc c'est elle, Emily. Et donc là on la retrouve quelques années plus tard, elle a quitté Runway, elle a quitté tout ça. Et elle est, en gros, elle est chargée de gérer la presse et l'image publique de plusieurs artistes. Je crois que c'est ça. Et au début, elle est appelée par un de ses clients parce qu'il a fait une bêtise et tout et tout. Donc ça, c'est le premier chapitre. Voilà, on la découvre avec son mari et tout. Elle plaque tout pour aller aider son client parce que c'est son travail et tout et tout. Et puis alors ensuite, on change de chapitre, on a un nouveau personnage et on a comme ça, en fait, on va suivre comme ça 3 histoires. Ce qui fait que franchement, j'ai beaucoup aimé le premier chapitre. J'avais très envie de continuer de lire cette histoire et d'avoir la suite avec le client, Emily et tout et tout. Sauf que les deux autres histoires m'ont gonflé, ça m'intéresse pas. Je sais même plus c'est quoi les deux autres histoires pour vous dire. Je sais qu'on a on a le cliché de la mère de famille, un peu femme au foyer. Je dis un peu parce que je suis pas certaine qu'elle soit femme au foyer, c'est juste que de la manière dont on la présente, elle a pas l'air d'avoir un autre métier que femme au foyer. Et donc du coup, voilà, on a ce petite vie, on se fait bien comprendre qu'elle se fait chier, que sa vie c'est de la merde, et blablabla, et on a un autre personnage, je sais même plus c'est quoi son histoire, tellement ça m'a pas intéressée. Franchement, ces deux histoires ne m'ont pas du tout intéressée, et je me suis arrêtée en plein milieu du chapitre 3, donc j'ai pas réussi à retrouver Émilie. C'est-à-dire qu'on a un chapitre avec Émilie, puis ensuite on a un autre chapitre, je crois qu'avec c'est avec la mère au foyer, enfin je sais pas si elle est morte au foyer, donc je ne veux pas dire de bêtises. Et on a un troisième chapitre. Peut-être que si je lis le résumé. Non, en plus, dans le résumé, c'est même pas marqué en fait. Dans le résumé, ah c'est ça. Runway et Miranda, c'est marqué. Donc dans le résumé, on nous parle que de Emily, son client, New York, ce qu'elle fait. Et on nous dit absolument pas qu'il va y avoir deux autres histoires en parallèle. Alors déjà, j'aime pas quand il y a des histoires en parallèle. En plus de ça, je trouve les deux autres histoires et les deux autres héroïnes mais tellement pas intéressantes. Franchement, j'ai trouvé ça nul. Vraiment. Et puis ça m'a gonflé. En plus, les chapitres sont longs parce que je suis en plein milieu du chapitre 3 et je suis à la page 41. Donc les chapitres sont quand même assez longs. Mais vraiment, ça m'a pas du tout intéressée. Voilà, c'est Myriam, la femme avec son mari, ses enfants. En gros, avec son mari, ils s'aiment plus, ils se parlent quasi plus, mais ils sont ensemble parce que les enfants, tout ça. Je n'aime pas ce genre d'histoire. Vraiment, le contemporain dans lequel on suit une pauvre héroïne à la vie perdue et à la vie nulle, moi, ça m'intéresse pas, ça me fatigue. En fait, tout ce que j'ai envie de faire face à une histoire pareille, c'est coller des baffes au personnage principal et lui dire tu te bouges le cul et t'arrêtes de me gonfler avec ta vie pourrie. Suffit que tu changes en fait, suffit que tu prennes une décision, c'est pas compliqué. T'aimes plus ton mari, ça va pas, et tu divorces. Oui, c'est pas facile, mais est-ce que c'est plus facile de rester avec lui? Je ne pense pas. Tes enfants te gonflent, t'as besoin d'une semaine de vacances, c'est pas interdit, tu prends une semaine de vacances. Enfin, franchement, ces personnages me fatiguent, quoi. Elles sont là à geindre. Oui, ma vie, c'est nul. Non, ta vie est pas nulle. T'acceptes ta vie telle qu'elle est et tu fais avec, ou tu te bouges les fesses pour que ça change. Mais t'arrêtes de me gonfler. Je suis désolée, mais toutes ces héroïnes, moi, j'en peux plus. C'est ce genre de personnages, je supporte pas, ça me fatigue. Dans la vraie vie, c'est pareil, hein.
Dans la vie, c'est pareil, hein. À un moment donné, si tu veux que ça change, tu te bouges les fesses pour que ça change, parce que personne va le faire à ta place, c'est comme ça. Sinon, bah tu fais avec. Mais t'arrêtes de tous les jours te plaindre de ta vie pourrie, en fait. Bref, je suis en train de m'énerver toute seule face à mon téléphone, ça n'a aucun sens. C'est dommage parce que l'histoire de Emily, je suis sûre que ça m'aurait intéressé. Mais en fait, par exemple, dans ce cas précis, je pourrais lire un chapitre sur 3 pour avoir que l'histoire d'Emily. Mais je vois pas l'intérêt de faire ça en fait. Le livre au complet, c'est 3 histoires avec ces 3 femmes et tout et tout. Du coup, je vais pas lire un tiers du livre, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, bah, franchement, j'étais dégoûtée. Mais tant pis. C'est la vie. Ensuite, j'ai lu Grimalkin et l'épouvanteur, donc le tome 9 de Joseph Delaney. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce tome 9 et je suis vraiment très contente qu'il ait fait ça dans ce tome-là. Parce que perso, dans toute la saga, je commençais à en avoir un peu marre de suivre Tom. Il me tapait un peu sur le système, c'est dommage parce que c'est le personnage principal. Donc en fait, dans cette saga, au tout début du tome 1, on rencontre Tom, qui est le 7e fils d'un 7e fils, et qui, parce qu'il est le 7e fils d'un 7e fils, peut devenir épouvanteur, et donc il va devenir l'apprenti épouvanteur, c'est le titre du tome 1. Et donc nous on va le suivre avec, à chaque fois je fais ça, il faut que j'arrête de faire ça les gens, à chaque fois je regarde le résumé. Le résumé de chacun des tomes, c'est attention, histoire à ne pas lire la nuit. Il n'y a rien d'autre. À chaque fois je fais ça. Bref, je me fatigue. Donc, on suit Tom qui va devenir apprenti épouvanteur et qui va découvrir ce qu'est le métier d'épouvanteur, qu'est-ce qu'il fait. Et donc, ce qu'il fait en gros, c'est qu'il est régulièrement appelé par des gens parce qu'il y a des gobelins, des sorcières, des créatures un peu surnaturelles qui, voire des fantômes, je crois que dans un tome il y a des fantômes, qui sont chez eux, près de chez eux, dans leur village. Et donc, l'épouvanteur est là pour se débarrasser de ces créatures-là, tout simplement. Et après, l'histoire prend un peu plus d'ampleur, et c'est pour ça qu'on a autant de tomes. Il y a toute une histoire avec la mère du tome et tout, enfin bref, je vais pas vous spoiler. Et donc, chaque tome est raconté du point de vue de Tom. C'est bien Tom, hein, je sais plus, mais on va dire que c'est Tom. Donc, chaque tome est raconté de son point de vue à lui, l'apprenti épouvanteur. Et c'est pas que je l'aime pas, c'est que c'est pas le personnage le plus intéressant du monde, selon moi. Et ce tome-là est raconté par Grimalkin. Alors je vais pas en dire plus sur Grimalkin parce qu'on est quand même au tome 9, donc du coup si je vous explique qui est Grimalkin et qui machin et tous les trucs qui sont passés avant, bah en gros je vais vous spoiler tous les tomes d'avant, ça n'aurait pas de sens. Mais donc voilà, ce tome-là est pas du tout raconté du point de vue de Tom, il est pas là du tout, on est avec Grimalkin, une partie de sa vie, elle nous raconte son passé, tout, comment elle est devenue qui elle est dans la saga et tout et tout. Et franchement, j'ai adoré, sans aucune hésitation. Je préfère Grimalkin à Tom, mais d'une puissance, vous n'avez pas idée. Franchement, j'ai adoré ce tome-là, c'était vraiment cool. Franchement, j'ai adoré ça, c'est lu super bien, super vite. On a toujours des illustrations différentes à chaque en-tête de chapitre. J'ai pas de retour écran, donc je ne sais pas ce que vous voyez. Mais j'espère que vous y voyez quelque chose. Hein, voilà. Donc voilà, on a une illustration comme ça à chaque début de chapitre. Et je sais pas pourquoi pour ce livre-là, en fait, je sais pas si vous avez fait gaffe quand je vous ai montré les illustrations, mais les chapitres, il y a un titre au chapitre. Et moi, je lis jamais les titres. Parce que je trouve que le titre, il spoil ce qui va se passer dans le chapitre. Du coup, avant même de commencer le chapitre, je sais comment ça va finir, comment ça va se passer. J'allais vous lire un titre pour vous donner un exemple, mais ça n'aurait pas de sens en fait. Mais je sais pas comment expliquer. Le titre du chapitre, ça spoil en gros ce qui se passe à peu près au milieu du chapitre. Ce qui fait que tu vas avoir 5, 10, 15 pages à lire avant d'atteindre le milieu du chapitre. Et tu sais ce qui va se passer en fait. Du coup, je trouve ça dommage de mettre des titres qui spoilent. Donc, je ne lis pas les titres. Mais là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai lu, à chaque fois que je changeais de chapitre, je revenais au chapitre d'avant pour lire le titre. Et effectivement, je confirme, les titres spoilent le chapitre. Bref, c'est pas du tout le sujet. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là. J'ai le tome 10 dans ma palle. Du coup, il me reste pas beaucoup à lire, parce que à partir du tome, dans le dernier tome de la saga, c'est le tome 13. En France, ils ont continué à le numéroter 14, 15 et 16. Je crois que c'est pas au-delà du 16 après, hein. Mais 14, 15 et 16, c'est une autre saga, en vrai. Donc du coup, moi, je m'arrête au tome 13. Et je déciderai après si je lirai les 14, 15, 16 là, qui sont en fait une autre saga. Mais voilà, je pourrais vraiment finir la saga et j'y suis presque. C'est cool. Je sais pas quand je vais lire le tome 10. Hein. Je sais même pas si je le lirai en 2020, on verra. Mais voilà, en tout cas, j'avance bien dans la saga. J'espère qu'on aura d'autres tomes. D'ici la fin, il en reste pas beaucoup, vous me direz. Mais j'espère qu'on aura d'autres tomes avec soit le point de vue de Grimalkin, soit le point de vue ne serait-ce que d'Alice. Ce serait hyper cool. Alice, c'est un autre personnage qui suit pas mal Tom dans sa quête et dans ses aventures au fil des tomes, et j'aime beaucoup.
En fait, c'est ça mon problème, je pense, avec Tom. C'est pas que je l'aime pas, lui, c'est que je préfère les personnages secondaires qu'il a autour de lui, alors que lui, c'est le personnage principal. Du coup, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, j'ai adoré ce tome-là et je trouve que c'était une super idée de l'auteur, vraiment, vraiment. Bref, je vous conseille cette saga comme à chaque fois que je parle d'un tome. C'est pas la meilleure saga ever du siècle, mais c'est cool. Et j'écoute toujours Old Friend de Ben Rector pour cette saga. Ensuite, j'ai lu L'Enchantresse, donc le tome 6, c'est ça, et le dernier des Secrets de l'immortel Nicolas Flamel, écrit par Michael Scott. Dans cette saga, on suit Josh et Sophie, qui sont jumeaux et qui vont se retrouver embarqués dans une aventure avec Pernel et Nicolas Flamel au début du tome 1, qui vont découvrir la magie, parce que Pernel et Nicolas Flamel ont vécu depuis des centaines et des centaines d'années. Il y a aussi des personnages historiques qui ont réellement existé et qui sont intégrés à l'histoire, ça c'est très cool. Et voilà, il est question de pouvoir, il est question d'aura, il est question d'un peu de magie, il est question de voyage dans le temps. Et en fait, j'ai adoré les 2 premiers tomes et demi, à peu près. Et après, pour moi, c'est parti en live. Après, c'est parti trop loin. Après, les personnages. En fait, après, il y a un moment dans la saga où les personnages principaux, donc Josh et Sophie. Sophie, hein? C'est Sophie, hein? Oui, c'est Sophie. Se retrouvent séparés. On va pas rentrer dans les détails, on va pas spoiler, mais ils se retrouvent séparés. Et à partir de ce moment-là, pour moi, ça part en live. L'auteur va beaucoup, beaucoup trop loin. En fait, au début, il maîtrisait vraiment son truc. Tu sentais que c'était vraiment construit, vraiment réfléchi, vraiment bien pensé et que tous les éléments qu'il avait mis en place allaient bien les uns avec les autres dans l'histoire pour former un tout. Et après, il s'est mis à rajouter tout un tas de trucs, tout un tas d'éléments, et pour moi, c'est parti en live complet. Les personnages se mettent à prendre des décisions avec lesquelles je suis pas d'accord, ils ont des réactions totalement what the fuck. En fait, ils ont des réactions extrêmement, extrêmement gamines, alors qu'au début, ça a l'air des ados normaux, tu vois. Puis au bout d'un moment, ils se mettent à réagir comme des gamins de 10 ans. T'es là, mais c'est quoi ce délire en fait? Et je pensais sincèrement pouvoir réussir à lire ce tome et pouvoir terminer cette saga, mais j'y arrive pas. Enfin, j'ai pas réussi. Donc je me suis arrêtée à la page 73 et j'ai dit stop, j'aurai pas la fin de cette saga, mais franchement, vu comment ça part en live, ça ne m'intéresse plus en fait. Au bout de 73 pages, je passe mon temps à relever tout ce qui va pas, tout ce qui me dérange, du genre les personnages devinent des trucs en un claquement de doigts. Genre, la première phrase, c'est mais qu'est-ce qu'ils font? Tu crois qu'ils sont où? Ah, peut-être ils sont là. Mais oui, c'est ça, ils sont là. Ok, d'accord. Donc, genre, tu devines ça comme ça. Genre, ok, d'accord, très bien. Et tout est comme ça. Et les personnages se retrouvent séparés et tout le monde devine ce que font les autres parce que, bah, ils devinent. C'est comme ça. Il n'y a pas de raison, ils devinent. Ils devinent, mais à quelle heure ils devinent en fait? Enfin, je sais pas, ça me paraît totalement what the fuck. Les personnages ont toujours des réactions que je trouve, mais je dirais pas débile, mais j'arrive pas à les comprendre en fait. Je n'arrive pas. Non seulement je ne réagirai pas comme ça et je ne ferai pas les choses comme ça, mais en plus je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils font ça. Ça me paraît complètement aberrant. Donc je passe mon temps à relever tout ce que j'aime pas, tout ce qui va pas, tout ce qui me plaît pas, à lever les yeux au ciel et à soupirer. Donc au bout de 73 pages, je me suis dit, tu sais quoi, ça sert à rien d'aller au bout. Tu vas finir par haïr ce livre, par haïr ce personnage, par haïr cette saga. Ça n'a pas d'intérêt en fait. Je pourrais le faire, je pourrais aller au bout pour finir par péter un câble contre les personnages et dire c'est de la merde. Mais je vois pas l'intérêt de faire ça en fait. Je préfère m'arrêter là et dire ça ne me convient pas, ça ne me plaît pas, j'arrête. Voilà, stop, j'ai dit stop en fait, ça suffit. Donc voilà, j'ai dit stop. C'est vraiment dommage parce que les deux trois premiers tomes sont vraiment, vraiment cool. J'ai vraiment adoré tout ce que l'auteur avait construit, tout ce que l'auteur avait mis en place. Et puis, je sais pas, au bout d'un moment, ça a brillé, c'est parti en cacahuète et moi En fait, c'est comme si j'avais décroché. L'auteur est parti tout seul avec ce personnage très loin, et moi j'étais là, ok, c'est-à-dire que non. Voilà, je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas ce qui s'est passé, à quel moment ça a bugué, je sais pas quel événement a fait que c'est devenu complètement what the fuck pour moi, mais c'est le cas, et donc bah, je n'ai pas lu ce tome-là. Voilà. Du coup, je vais me séparer de toute la saga, parce que je vois pas l'intérêt de garder une saga que j'ai entière aimée, voilà, que j'ai fini par abandonner. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, je suis un peu dégoûtée. Mais c'est pas la fin du monde non plus. Du coup, j'écoutais Chainsaw de Nick Jonas pour cette saga. Et voilà. Et on finit avec un livre qui a été une expérience de lecture à part entière. C'est-à-dire que c'est un livre que j'ai lu et que j'ai continué, je ne sais pas trop pour quelle raison, mais qu'au final j'ai adoré. Ah, c'est une expérience de lecture très particulière. Hein. Donc, c'est La mort est une femme comme les autres de Marie Pavlenko. En fait, au début, l'histoire m'intéressait pas vraiment, mais je pense que c'est la plume de l'autrice qui c'est tellement cool, c'est tellement bien écrit
que du coup, j'ai continué presque sans m'en rendre compte en fait. J'avançais dans le livre parce que c'est pas que j'aimais ma lecture, c'est que j'aimais lire le livre. Je sais pas si vous voyez la différence. Donc du coup, j'ai continué jusqu'à arriver à la moitié du livre, et puis dépasser la moitié, et puis le terminer. Et franchement, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce livre. La réflexion est dingue et ça peut vraiment aider les gens. En fait, l'histoire de ce livre, c'est qu'on va suivre la mort. La mort qui est une jeune femme d'une trentaine d'années, je dirais un truc comme ça, et qui fait un burn-out complet. C'est-à-dire qu'elle en a marre de tuer les gens, enfin elle en a marre de récupérer l'âme des gens et de les faire mourir. Et les gens meurent tout seuls et elle vient juste récupérer les cadavres et les âmes des gens. Et si elle ne le fait pas, du coup les gens survivent dans un état végétatif. Par exemple, au tout début, on a un médecin qui travaille dans... Cette scène est tellement horrible, surtout pour toutes les personnes comme moi qui ont déjà été physiquement dans un de ces services-là, donc un service palliatif, parce que malheureusement, une personne de leur famille, de leur entourage, une personne proche y est, et que on connaît tous la suite logique de ce service-là, malheureusement. Mais franchement, c'est tellement bien écrit. En fait, donc on suit le chef de ce service-là, et c'est là que tu te rends compte du truc what the fuck, enfin franchement c'est abusé, mais c'est la réalité en même temps. Donc on suit le chef de ce service de soins palliatifs avec plein de personnes, et en fait, l'une des premières scènes, c'est le médecin qui rentre dans une chambre avec une vieille dame qui est allongée sur un lit dans ce service-là, et qui dit à la famille, voilà, on peut plus rien faire, je vais débrancher les machines, et du coup, elle va d'elle-même cesser de respirer, et voilà, en gros, c'est ça qu'il dit. Et donc, c'est ce qu'il fait. Il débranche la machine, sauf que comme la mort, elle passe plus, elle vient plus, elle travaille plus, et la personne ne meurt pas. La personne reste dans cet état végétatif qui devait durer 2 minutes, mais qui, comme la mort ne vient pas, littéralement, la personne qui dit que la mort ne vient pas dans ce livre-là, elle va rester dans cet état pendant des jours, des semaines. Et ça va être comme ça pour tous les patients de ce service-là. Et dans le même temps, le chef du service palliatif, il s'est un peu engueulé parce qu'il dit mais c'est quoi, son chef lui dit cette phrase absolument horrible, comment ça se fait qu'ils meurent plus les gens, c'est quoi ce délire, what the fuck en fait, t'as mis des gens dans le service palliatif, tu dis à leur famille que c'est la fin et ils meurent pas, qu'est-ce que c'est ce bordel en fait. Cette scène est what the fuck, mais en vrai tu te rends compte que c'est ça en fait. Et donc du coup on va suivre en parallèle ce médecin, la mort et puis la réaction de l'humanité face à plus personne ne meurt en fait. C'est très très cool. Et donc on suit la mort qui va finir par aller voir un psy pour l'aider, mais en même temps, elle a un comportement très bizarre, hein, parce qu'elle est rarement en interaction avec les humains, et les seules fois où elle voit les humains, c'est quand ils meurent en fait, donc du coup voilà. Et on suit tout ça, et franchement, c'est un livre, c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement cool. Je ne pense pas avoir pleuré, alors que quand même, c'est quand même assez triste, hein, comme livre, mais franchement, c'est un livre qui n'est pas facile à lire. D'autant moins si on est en train de vivre ça au moment où on le lit, c'est-à-dire si on a une personne qui est proche de nous, qui est en fin de vie au moment où on lit ce livre, c'est pas facile. Mais franchement, je pense que ça peut aider à faire son deuil, à avancer. Parce que avec ce livre-là, globalement, le message du livre, c'est oui, c'est triste quand les humains meurent. Oui, c'est triste quand tu perds ton père, ton frère, ta soeur, ta grand-mère, ta cousine, qui tu veux. C'est triste, évidemment, c'est triste. Mais en même temps, tu vois dans ce livre-là ce que le monde donnerait si plus personne ne mourait, en fait. Et donc, tu te dis, oui, effectivement, c'est triste. Effectivement, j'ai le cœur brisé, je suis dans un état lamentable parce que je viens de perdre mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, qui tu veux. Mais c'est dans l'ordre des choses. C'est comme ça. C'est la vie, c'est la mort, c'est comme ça que ça se passe. Et si ça se passait pas comme ça serait encore moins cool. C'est horrible à dire, mais ça serait encore moins cool et encore moins vivable si tu perdais pas des gens en fait. Donc vraiment c'est un livre pas facile à lire, mais c'est un livre qui m'a fait énormément réfléchir. Alors moi je l'ai pas lu en période de deuil parce que j'ai déjà vécu ça 2 fois. J'ai déjà été dans des services de soins palliatifs à 2 reprises pour 2 personnes de ma famille. Mais donc ça fait longtemps qu'elles sont parties maintenant, mais franchement je pense que ça m'aurait énormément aidé de les lire juste après, un période de deuil, 1 mois après, 2 mois après. Vraiment parce que ça te fait relativiser la mort. C'est horrible à dire, mais à un moment donné, si tu perds des gens de ta famille ou même tes amis et que toi t'es encore vivant, t'es obligé de relativiser, t'es obligé d'avancer. À un moment donné, tu peux pas rester dans ton coin à dépérir sur ton canapé ou dans ton lit. Tu peux pas faire ça. À un moment donné, il faut avancer, il faut progresser. Et ce livre t'aide à faire ça, t'aide à relativiser et personnellement à déculpabiliser de vivre encore alors qu'eux sont plus là.
Je pense que c'est un sentiment qu'on a tous en période de deuil. Et franchement, peut-être que je ne me le souhaite pas, mais peut-être que si un jour je perds un autre membre de ma famille, ce qui, je le sais, est inévitable, je relirai ce livre. Parce que franchement, c'est vraiment, enfin ça t'aide, ça m'aiderait vraiment et je le conseille à toutes les personnes qui sont en période de deuil, ou même si la personne n'est pas encore partie. Franchement, ça peut vous aider à relativiser, c'est pas voir le bon côté, mais c'est réaliser que t'as l'impression que c'est la fin du monde, mais c'est pas la fin du monde. Parce que là, c'est la fin. Bref, j'ai adoré ce livre, il m'a beaucoup aidé et je pense qu'il peut aider plein de monde. Et puis l'écriture de Marie Pavlenko est juste géniale. C'est vraiment, vraiment trop cool. Je l'ai un peu moins aimé que Je suis ton soleil que j'avais lu au mois de juillet, je crois. Mais franchement, c'est génial. Vraiment, c'est hyper, hyper, hyper cool. Et ah, je l'ai pas dit, on a un autre personnage aussi. On a une autre jeune femme, en plus de la mort, qui, donc cette jeune femme apprend qu'elle a une maladie dont elle va mourir. En fait, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien. Elle a cette maladie et elle va en mourir dans les semaines à venir parce qu'il n'y a pas de traitement. Et du coup, la situation globale, pareil, la situation globale, personne ne meurt et tout, l'aide à relativiser et elle se dit, en même temps, dans l'état actuel, je vais dépérir pendant des mois et des mois parce que je peux pas mourir. Est-ce que ce serait pas mieux que je meure? Voilà, ça aide aussi les personnes atteintes de maladies. Enfin bref, ce livre est génial, c'est hyper bien écrit, c'est vraiment vraiment cool. C'est triste et c'est difficile à lire, mais ça peut t'aider et ça peut être nécessaire. Je m'arrête là parce que je pourrais en parler pendant des heures de ce livre et je vous le conseille. Une nouvelle fois, j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop blablaté et je sens que je vais galérer au montage, mais c'est pas grave. J'espère que cette update lecture vous a plu. Si vous avez lu un de ces 4 livres et que vous voulez réagir à mon propre avis dessus, n'hésitez pas en commentaire. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.